Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais avec Jean-Jacques Ayagon, ancien président du Centre Pompidou, ancien ministre de la Culture. Vous présidez depuis 2007 l'établissement public du Château de Versailles, où vous avez organisé plusieurs expositions qui ont créé la polémique. Jeff Koons en 2008, Xavier Veillant en 2009 et en ce moment et jusqu'au 12 décembre, Takashi Murakami. Nicolas Bourriaud, critique d'art, commissaire d'exposition. De 2000 à 2006, vous avez co-dirigé avec Jérôme Sens le Palais de Tokyo à Paris. Aujourd'hui, vous dirigez l'inspection de la création artistique au ministère de la Culture. Vous êtes l'auteur de nombreux essais sur l'art contemporain dans lesquels vous défendez une certaine radicalité. Le dernier s'intitule d'ailleurs « Radicant ». Marc-Édouard Nab, vous êtes écrivain. Votre dernier livre, L'homme qui arrêta d'écrire, que l'on trouve en exclusivité sur Internet, c'est un regard sur le monde contemporain, sur l'art contemporain en particulier. Jean-Jacques Ayagon y fait d'ailleurs une apparition. Et Nicolas Bourriaud y est carrément un personnage, pas récurrent, mais presque. Laurent Fabius, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, député socialiste de Seine-Maritime, vous venez de publier Le Cabinet des 12, un essai sur 12 tableaux qui non seulement vous touchent, mais ont, d'après vous, contribué à faire la France, parce qu'il y est question du peuple français, de l'impertinence, de l'insouciance. Le tableau que vous avez choisi, par exemple, c'est Le Déjeuner sur l'herbe. Le Déjeuner des canotiers d'Auguste Renoir. Il y est question également de la démocratie, des cathédrales, de la guerre ou du sport. Et là, vous êtes parti du tableau de Nicolas de Staël, intitulé « Footballeur », que l'on voit actuellement juste au-dessus de nos têtes. Alors, commençons tout de suite sur cette polémique Murakami. Je vous propose tout de suite de revoir un extrait du journal télévisé. Alors, Laurent Fabius, dans votre livre, vous incluez les peintres abstraits, un certain nombre d'entre vous plaisent, dont Pierre Soulages, d'ailleurs. Vous dites d'ailleurs dans ce livre que c'est peut-être le fait que vous soyez inspecteur des finances. Il paraît que ça plaît beaucoup aux inspecteurs des finances. Ah, me moque. Les noirs de Soulages. Oui, je sais bien que vous vous moquez. Je me demandais qu'est-ce que vous pensez de Murakami et surtout de Murakami à Versailles. Écoutez, moi j'aime beaucoup l'art contemporain et le fait qu'il y ait de l'art contemporain à Versailles ne me choque absolument pas. Et j'avais apprécié Xavier Veillant et assez apprécié Jeff Koons. Le problème c'est que tout l'art contemporain n'est pas bon. Et je trouve que Murakami, ça me laisse froid. Voilà. Comment expliquez-vous, Jean-Jacques Ayagon, que des trois, c'est Veillant qui a fait le moins scandale ? Écoutez, peut-être parce que Veillant avait pris le parti d'installer ses œuvres à l'extérieur du château et non pas à l'intérieur. Peut-être aussi, je ne veux pas m'aventurer dans des hypothèses contestables, mais peut-être parce que Xavier Veillant était français, que Murakami et Koons sont étrangers. Peut-être que l'intrusion d'artistes étrangers a été perçue par certains, peu nombreux, je dois le dire, de façon plus pénible que la présence d'un artiste français. Mais c'est une hypothèse. Nicolas Bourriaud, vous êtes ravi, j'imagine, que des artistes aussi radicaux, en tout cas que l'on considère dans le grand public comme radicaux, à la fois soient au château de Versailles et ils fassent scandale. Je suis ravi qu'il y ait des Là, on voit des œuvres de Veillant, mais on va voir aussi bien des œuvres de Koons et de Murakami dans le même décor. Je suis ravi qu'il y ait des expositions d'art contemporain au château de Versailles, ça c'est certain. Ensuite, moi j'aime les artistes qui me disent quelque chose sur leur époque, mais qui aussi introduisent leur point de vue sur cette époque. C'est vrai que Murakami, pour moi, c'est plus un symptôme en fait, d'une époque qu'il y a une sorte de, pour moi, de manque en fait, à ce niveau-là. Je veux dire, c'est une œuvre effectivement qui traduit ce côté spectaculaire, genre ce côté pulsionnel aujourd'hui. Moi, je suis plutôt du côté des artistes qui sont dans la résistance à ce côté pulsionnel. Mais en même temps, au château de Versailles, dans ces salles surchargées de stuc et extrêmement baroque, il est extrêmement difficile d'inscrire une œuvre genre qui soit discrète ou minimaliste. On ne la verrez pas, tout simplement. Donc, à part ça, en termes de communication, je trouve que la présence de Murakami au château de Versailles, ça a été absolument énorme et bien joué. Voilà. Marc-Édouard Nab. Allons dans le vif du sujet. Le scandale n'est pas que des artistes contemporains soient dans le palais de Versailles, c'est que on fasse la promotion d'un collectionneur privé dans un lieu public, dans un musée public. Ça, c'est la chose que personne n'a l'air de toujours de prendre en considération. Monsieur Ayagon est bien placé pour savoir de quoi je parle. Non, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est-à-dire qu'il faut expliquer un peu aux gens. Soyez plus précis. Voilà, il faut ça expliquer nous aux gens comment beaucoup. ça marche. C'est-à-dire que il y a un personnage dont il faut parler, c'est Monsieur Pinault.
pour lequel vous avez travaillé, ou pour lequel vous travaillez certainement encore. Et c'est pas un hasard je ne travaille plus pour Monsieur Pinault. C'est pas un hasard si les artistes qui sont promotionnés par le château de Versailles sont des artistes Pinault. Non, monsieur, Voilà. ce sont des artistes Arnaud, en l'occurrence. Non. Vous êtes trompé, monsieur. Non, je ne me trompe pas de milliardaire. Il s'agit Non, mais ce que je veux dire, c'est que Murakami est un artiste Arnaud. Non, pas seulement. Il est Arnaud parce qu'il fait des sacs Vuitton, mais il est aussi Pinault. Il est Arnaud également, donc il est Non, mais il est d'abord avant tout Pinault. Mais ce n'est Qu'est-ce pas que vous une voulez- honte, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce qui est intéressant, écoutez, mais pas du tout. Ce qu'il faut expliquer, c'est ça qu'il faut expliquer. Est-ce qu'il y a une collusion entre le public et le privé? Et c'est là où serait éventuellement le scandale, si on peut dire. Non, Parce mais qu'il y a pas, c'est pas là où est le scandale. Mais voilà comment ça marche. Vous savez, le Versailles, Monsieur Pinault, mécène Versailles, mais Versailles le mécène aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. En faisant de la publicité à ces artistes, mais ils sont déjà très connus dans le cas de Jeff Koons. Mais comme vous savez, en mettant ces artistes-là, qui sont, on peut les dire, ces trois-là, les principaux dont on a parlé, donc Koons, Vaillant et Murakami, ça fait monter considérablement leur cote. Et quand ils sont en vente ensuite, par exemple chez Christie's, eh bien évidemment, les marchés flambent. Et c'est ça qui est vraiment purement scandaleux. Surtout que Christie's, là où ces tableaux et ces œuvres se vendent, appartient aussi à Monsieur Pinault. Donc, il est gagnant sur tous les tableaux. Alors, c'est intéressant de savoir que c'est un personnage, c'est un personnage essentiel de l'art contemporain aujourd'hui, et c'est lui que, ou alors on en fait l'éloge total, ou alors on peut le critiquer un peu aussi. Jean-Jacques Ayagon. C'est pas le sujet. Voilà. Écoutez, moi je crois, M. Bourriaud a peut-être des choses à dire sur la question, M. Fabius également. Tout simplement, ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'on présente une œuvre d'art dans une exposition, qu'elle soit contemporaine ou qu'elle soit ancienne, il est évident qu'on met un coup de projecteur sur cette œuvre et qu'on la valorise éventuellement sur le marché si elle s'y présente. Il y a quelques mois, nous avons présenté une exposition consacrée à Louis XIV. On a présenté des meubles importants qui avaient appartenu au roi Soleil, qui sont maintenant dans la collection d'un duc anglais. Ces meubles n'avaient pas été montés en France depuis plus de 2 siècles. Il est évident que ce regain d'attention sur ces meubles les a considérablement valorisés et que si demain Sotheby's ou Christie's ou quelqu'un d'autre les met en vente, ces meubles vaudront beaucoup plus cher qu'avant leur présentation à Versailles. Bon, il y a des relations entre l'art, entre le marché. Il y a un marché de l'art, vous le savez très bien, Monsieur Fabius, vous le savez également, et c'est une bonne chose que les œuvres intéressent. Ce sont toujours les mêmes que vous choisissez pour Versailles. Voilà. Alors ça, je parle simplement sur le plan économique et politique. Non, je ne parle pas juste sur le plan esthétique. Parce que sur le plan esthétique, je trouve normal. Alors là, déjà, je vais dans votre sens, que Murakami soit au Palais de Versailles, parce que dans Versailles, il n'y a en gros que des croûtes, que des saloperies. Enfin, je veux dire, au plus loin artistique, vous exagérez un tout petit peu. C'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux dans l'art français. Donc que Murakami soit un peintre contemporain, les peintres contemporains de l'époque. C'est quand même un peu un raccourci. Oui, mais on va le rallonger. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, l'époque de Louis XIV, parlons de Louis XIV, puisque c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est ce qu'on met en opposition en général. Le roi Soleil, c'est des soleils, et on parle de la poussière de soleil. Donc on a d'un côté Louis XIV et d'un côté Pinault. Ce que je veux dire, c'est que les artistes contemporains, les peintres de l'époque de Louis XIV étaient très mauvais, aussi mauvais que Murakami aujourd'hui. Donc ils ne détonnent pas du tout dans l'ambiance. Vous avez Lebrun, les plafonds de Lebrun, Le Moine, c'est pas trop nul. C'est pas terrible, quoi. Vous avez Porsalès. Vous connaissez Porsalès? En général, c'est pas terrible. C'est bien connu. Non, mais sur le plan de la peinture, vous qui vous intéressez à la vraie peinture, ce n'est pas un siècle qui a été extraordinaire sur la peinture. Louis XIV a été extraordinaire, évidemment, en faisant appel à des grands écrivains, Racine et Corneille. À de grands architectes et à un grand jardinier. Bien sûr, et des musiciens. Mais sur la peinture, c'est pas terrible. Alors, il a fait, à mon avis, il a eu beaucoup de goût, puisqu'il n'avait pas tellement de choix à l'époque, c'est qu'il a demandé à Le Bernin de venir donc d'Italie pour qu'il lui fasse son buste. C'est pour ça que vous m'avez demandé. Alors effectivement, on a le buste de Le Bernin. Mais d'ici, on peut avoir le buste de Le Bernin. Voilà, ça vaut. Le Bernin qui a fait énormément de fontaines à Rome. C'est Vaillant réunis, voilà. Écoutez, vous savez. Et ça serait intéressant que vous le valorisiez aussi, parce que c'est quand même l'une des plus grandes sculptures de tous les temps. Et pourquoi? Moi, si je peux dire une seconde quelque chose sur Le Bernin, c'est là où Murakami et beaucoup d'autres artistes contemporains pêchent, et leur grande faiblesse, c'est le manque de travail sur la matière. C'est-à-dire, Murakami, en gros, c'est de la résine, du plastique. C'est excessif sur la matière. Oui, mais enfin, n'en rajoutez pas. Ça, on peut pas comparer ça avec ce que vous avez sous les yeux tous les jours avec Le Bernin. Là, vous avez une véritable prouesse de mélanger la matière des cheveux, la peau de Louis XIV, sa cravate en dentelle, l'armure qu'il a sur le dos et cette draperie
draperie qui est au premier plan, qui est comme une espèce de vague, comme de la mousse, comme un nuage. C'est du très très grand art. C'est extraordinaire d'avoir fait ça en 1665. Voilà, où il aurait pu le faire aujourd'hui. Donc là, ils peuvent toujours s'accrocher, les artistes contemporains. Alors que les artistes modernes, eux, peuvent tenir le coup. C'est ce que je dis. Si à Versailles, vous mettiez un Brancusi à côté du Bernin, il serait pas ridicule. Tandis que Murakami, il l'est complètement. Mais vous n'allez pas vous comparer à Racine. C'est pas le sujet. Si. Un petit peu. Pas du tout. C'est un peu facile de comparer le Bernin. Moi, je préfère Sainte-Thérèse d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et Murakami, là, on est vraiment dans deux. Non, je parle du décor de Versailles. Le décor de Versailles, le décor de Versailles va très bien avec Murakami parce qu'il y a des œuvres contemporaines de l'époque de Louis XIV qui sont médiocres. Et que celle-là est une exception. Voilà. Faites pas semblant de ne pas me comprendre. Jean-Jacques Ayagon. Non, mais écoutez, tout ce qu'on vient d'entendre sur le Bernin est impeccable. Il est évident que je partage totalement votre point de vue sur le génie du Bernin. Cette sculpture, ce buste de Louis XIV, on peut d'ailleurs le voir à Versailles en permanence et nous l'avons présenté il y a quelques mois justement dans l'exposition Louis XIV dont je vous parlais. Mais rappelez-vous que le Bernin était très mal reçu en France, en effet que le goût français ne s'est pas accommodé de son œuvre, que ses propositions de création de bâtiments faites à Louis XIV n'ont pas reçu l'agrément du roi et qu'on l'a renvoyé en Italie. C'est l'un des grands échecs de l'histoire artistique de notre pays, mais en même temps, c'est à travers cet échec-là que s'est affirmé ce qu'on a appelé ensuite le goût français. Mais ce n'est pas le cas des artistes contemporains qui, eux, sont plébiscités, adorés et encensés. Ils ne sont pas maudits aujourd'hui, ce que vous promouvez à Versailles. La malédiction d'un artiste n'est pas la preuve de sa qualité. C'est bien ce que je vous dis. Donc c'est pas parce que Bernin était mal reçu ni d'ailleurs son élection la preuve de sa qualité. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais moi, je pense que Murakami résonne de façon assez juste avec le décor de Versailles, avec également là, nous sommes d'accord, c'est aussi mauvais avec la pensée de Versailles. Il ne faut pas oublier que Versailles a été bourgeoise, rococo, pompeuse, un lieu de représentation, culturel, un lieu de joie, un lieu de bonheur, un lieu de fête. Et l'œuvre de Murakami, elle est assez. Mais la différence, vous voyez, la différence dans les fêtes. Vous parlez toujours des fêtes et de l'implication. Par exemple, reparlons encore de M. Pinault, que j'aime beaucoup d'ailleurs, décidément ce soir. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à Louis XIV, Louis XIV était un véritable, un homme de pouvoir qui déconnait, on va dire vraiment. Vous savez que par exemple, chez Molière, dans la pièce Le mariage forcé, il a joué lui-même un rôle d'une bohémienne. Il a joué un rôle de travesti, Louis XIV, dans une pièce de Molière. Donc, on attend que M. Pinault puisse jouer le rôle d'une gitane ou d'une Rome dans une pièce d'Olivier Py. Vous voyez, si vraiment il veut avoir un goût de la fête intellectuelle merveilleuse de notre époque. Il vous entendra et que quelque idée de suggérez-lui l'idée. Nicolas Bourriaud, mise en scène lui viendra. Tout à l'heure, vous disiez que c'était assez kitsch, le château de Versailles. Oui, il y a un côté surchargé, il y a un côté volute partout. En revanche, vous aimez les peintures qui figurent, à la différence de Marquet de Je trouve que c'est un espace extraordinairement compliqué pour montrer des œuvres contemporaines. Ça, c'est très clair. Donc, évidemment, moi, je pense que j'irai peut-être dans la même direction à votre place, avec des œuvres qui, effectivement, sont dans le spectaculaire, sont dans la surcharge, sont dans l'excès. Et ça, c'est sûr que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Même si, effectivement, je préfère aussi Jeff Koons à Murakami, très nettement. J'ai un point de vue... Je suis un peu perdu là-dedans, je veux dire. Peut-être je suis pas le seul. Vous n'avez pas choisi de peindre de Louis XIV, hein, j'ai l'impression. Non, mais peut-être je ne suis pas le seul à être perdu, mais je vais revenir à des choses un peu simples, j'allais dire basiques. Bon. L'art contemporain, spontanément, c'est un peu loin de nous. C'est pas notre culture. Bon. Parce que la culture, c'est qu'on a appris, c'est une culture classique. Bon. Donc, il faut faire un effort pour aller vers l'art contemporain, et je trouve que cet effort est tout à fait méritoire. Bon. Parce que l'art contemporain, c'est pas le beau tel qu'on l'a appris au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Bon. Mais il faut faire cet effort. Picasso disait, l'art, c'est comme le chinois, ça s'apprend. Donc, il faut aller vers l'art contemporain. Simplement, dans l'art contemporain, comme dans l'art en général, il y a des choses qui sont très bien et des choses qui ne sont pas bien. Bon. Et moi, je dis gentiment à M. Ayagon, qui a fait ce choix, Veillant, c'est pas parce qu'il est français, mais je trouve que, bon, c'était intéressant. Koons, qui a choqué, bon, c'était probablement l'objet. C'est intéressant aussi, même si je ne suis pas absolument fanatique du homard, etc. Mais Murakami, je trouve ça très très faible. Bon. Et si on aime l'art contemporain, on doit dire,
il y a des choses qui vous procurent une émotion, qui vous font réfléchir. C'est ça l'objet. Et puis d'autres, pas du tout. Bon, c'est d'ailleurs pas lié simplement au contraste avec Versailles. Bon, Monsieur Murakami a commencé, ses œuvres, vous avez raison de dire qu'il y a un poids du marché là-dedans. Ses œuvres étaient capital. accessibles. Et puis, petit à petit, ça a monté énormément. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'il a vendu, il n'y a pas tellement longtemps, pour 15 millions d'euros, ce qui fait quand même une somme, une œuvre qui s'appelait Lonesome Cowboy, c'est-à-dire le cowboy solitaire, et qui, comme son nom l'indique, consistait à voir un jeune blondinet éjaculé et son sperme était en forme de lasso. Ce qui est très difficile à faire, monsieur le Premier Ça, je n'ai ministre. pas l'expérience. Parlez pour vous. Très facile. Je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience. On le voit là d'ailleurs. Je m'assure, c'est un jeu d'enfant. Bon, mais vous on le échangerez voit vos juste là. expériences en dehors du plateau. Mais C'est là justement où la possibilité de scandale. Laissez finir, Laurent je Fabius. trouve que là, Ça ne peut pas aller à Versailles. vous voyez. je trouve que là, disons, soyons pas prudes, mais enfin, la dimension spéculative l'emporte sur la dimension artistique. Donc moi, ça me choque absolument pas, bien au contraire, qu'il y ait des contrastes, des contradictions. Versailles a quand même résisté à la Révolution française, à 2 guerres mondiales, donc Versailles va résister à Murakami. Simplement, Murakami, je trouve ça un peu bas de gamme. Alors, Jean-Jacques Ayagon, à la fois 2 questions. Pourquoi Murakami lui-même, puisqu'ils ont l'air... Alors, il y en a les 3 là qui trouvent Murakami quand même assez faible. Mais c'est pas la question. Moi, non, c'est non, pas que je vous, trouve c'est pas vrai. faible. Mais, oui, Voilà, c'est vrai. je trouve Et, parfaitement donc, adapté. 2 qui trouvent très faible Murakami. Et puis, alors, pourquoi pas celle-ci, par exemple? Écoutez, vous savez, là, on est dans l'aléa du jugement critique. Moi, j'aime beaucoup Murakami. Laurent Fabius, je crois que vous aimez beaucoup Renoir. Vous l'avez d'ailleurs choisi comme l'un des thèmes de votre livre. Moi, je n'aime pas du tout Renoir. Et je pense pourtant ne pas être totalement dépourvu de goût. J'aime Murakami parce que ce qui m'intéresse chez cet artiste, c'est d'une part ce que j'appelle sa jubilation, que je trouve parfaitement adaptée à la jubilation de Versailles. D'autre part, parce que c'est un artiste beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. C'est un artiste qui s'empare également de certaines icônes, de certains signes, de certains symboles de notre époque pour les travestir, ce qui s'inscrit parfaitement dans le grand mouvement de l'art pop. De la peinture pop, de la création de ce grand mouvement qui traverse une bonne partie du XXe siècle et qui déborde sur le XXIe. Et moi, ça m'intéresse, voilà, ça me parle. Alors je comprends très très bien que... Cher ami, vous n'aimez pas tout Renoir ou vous faites un blocage? Il y a une raison psychologique? Je ne fais pas un blocage total sur Renoir, mais je trouve que très souvent Renoir m'ennuie. Il y a dans Renoir, il y a des œuvres qui sont un peu falotes. Bon, mais il y a des œuvres, en particulier Le Déjeuner des Canotiers, avec un brassage social, avec une nacelle qui est dans l'air, avec historiquement, c'est quand même intéressant C'est de un voir tableau important historiquement. oui, en fait, bien sûr. que Caillebotte là est à droite sur son tabouret. Que ça développe le thème de l'insouciance, qui va être quand même un des grands thèmes du 19e, qui va se prolonger au début du 20e, jusqu'au moment où la guerre, évidemment, va interrompre tout ça. C'est très bien peint, peut-être dans la lignée de Watteau. Il y a un Renoir que je n'aime pas, c'est le Renoir de la fin de sa vie. Il y a eu d'ailleurs une exposition intéressante là-dessus, mais c'est moi, le meilleur. Ça me disait rien du tout. Mais franchement, entre Renoir et Murakami, je crains que vous ne soyez emporté par le goût du paradoxe. Non, écoutez, On ne va pas faire une discussion sur le goût, nos goûts en peinture, on est d'accord, ça ne veut rien dire. En même temps, si vous le voulez, c'est pas parce que j'aime moins Renoir que d'autres artistes, que Courbet ou Manet, par exemple, que je vais jeter Renoir au feu, comme je l'ai entendu dire à propos du Murakami ou de Jeff Koons, où certains invoquaient quasiment la nécessité de dresser des bûchers pour brûler ces artistes. Je pense qu'ils ne boxent pas dans la même catégorie. Oui, mais voyez, Laurent Fabius, par exemple, vous faites aussi souvent référence à Caillebotte, vous l'avez cité sur ce tableau de Renoir, mais par exemple, Caillebotte, paradoxalement, j'aime beaucoup et il m'arrive de préférer Caillebotte à Renoir. Par Les Raboteurs, je ne sais pas si c'est le titre. Les Raboteurs de Parquet, je trouve que c'est un chef-d'œuvre impressionnant. Mais vous parlez tous les deux, vous parlez du point de vue de la culture. Mais est-ce que vous vous êtes déjà placé du point de vue de l'artiste? Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être Renoir?
ou d'être caillebotte, puisque Murakami, vous savez ce que c'est, puisque c'est quasiment un de vos employés. Mais est-ce que vous pouvez le savoir? Imaginez ce que c'est que d'être Renoir. Donc essayez de vous placer du point de vue de celui qui crée la chose, qui la produit, qui la fabrique, qui transpire sang et eau pour arriver à faire de la peinture au milieu de ses copains, parce que Renoir n'était pas tout seul. Il était au milieu de ses impressionnistes. C'était un mouvement révolutionnaire. Ils étaient plusieurs et ils en bavaient tous, à la fois en rivalité, se battre contre une société qui, aujourd'hui, Murakami, en effet, n'est pas comparable à Renoir, mais pas seulement au niveau de la peinture, parce que Murakami est dans l'institution. Il est totalement du côté du pouvoir, du marché, de l'argent, et donc pour moi de l'escroquerie et du véritable scandale que ça représente, tandis qu'à l'époque les impressionnistes étaient du côté de la résistance, on va dire, à cette société. N'oubliez pas que quand il y a eu l'exposition universelle, enfin le pavillon universel au temps des impressionnistes, les vrais grands peintres de l'époque, c'est-à-dire Gauguin, étaient obligés d'exposer dans un café, le café Volpini. Vous connaissez ça très bien historiquement. Donc voilà, il faut jamais oublier ça. Donc il y a quand même une petite suspicion qu'on peut avoir sur les artistes aujourd'hui, absolument couverts d'éloges par les plus grands riches de la planète, et c'est toujours les mêmes qu'on promeut. Monsieur l'abbé, bon, c'est vrai qu'il y a historiquement... Nab, on dit Nab, oui, ça je crois qu'on dit Fabius. Fabius. Oui, monsieur Nab. Il y a une tradition... Il a lu mon livre, c'est pour ça qu'il déforme les noms, il fait quelques coquilles. Pas encore. Il y a une tradition historique. Beaucoup de créateurs créent contre la société ambiante. Bon, ils sont en difficulté. Et donc, ce que vous dites sur le début des impressionnistes est tout à fait juste. Tout le monde le sait. Simplement, il faut aussi dire, si on veut faire un peu d'histoire, qu'il y a des peintres qui ont eu beaucoup de succès et qui ont fait de grandes choses. Vous avez en ce moment une exposition Monet qui est absolument sublime au Grand Palais. Eh bien, au début de sa vie, Monet a mangé de la vache enragée, mais dans la deuxième partie de sa vie, et c'est très bien, Monet a été soutenu par ce que vous appelleriez le marché. Et à la fin de sa vie, Monet vendait des tableaux extrêmement chers. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont en grande difficulté. C'est un des problèmes de la création, aujourd'hui en particulier. Mais on ne peut pas dire que nécessairement, lorsqu'un peintre a un grand succès, ça veut dire qu'il faut le jeter au chien. On parlait tout à l'heure de Soulages, dont je parle beaucoup dans mon livre. Bon, Soulages est un homme qui, à mon sens, a un très grand talent et qui est reconnu comme un très grand artiste. Picasso, que vous citez aussi. Picasso, également. Pareil. Nicolas Bourriaud, sur ce sujet d'ailleurs... de l'académisme qu'on prête aux peintres ou aux artistes général qui connaissent du succès de leur vivant. Je pense effectivement que le succès n'est absolument pas un critère ni positif ni négatif. En fait, ça c'est très clair. Mais en revanche, vous dites, effectivement, les impressionnistes, ils ont créé contre, mais aussi ils ont créé avec. Et la question du contemporain, elle se situe exactement là. C'est avec quoi, entouré de quoi, environné de quels objets, de quelle atmosphère, de quelle idéologie on crée. Et on est contemporain de ça. Visage de la société. L'impressionnisme, c'est le contemporain de la photographie, par exemple. C'est la figuration du réel par l'impact lumineux. C'est la touche qui devient impact lumineux. Exactement. C'est aussi le contemporain de l'industrialisation de la société industrielle, oui. Notamment de la société urbaine. Seurat, c'est le grand peintre qui est animé par une passion démocratique. Mais ça ne se voit pas uniquement dans les sujets. C'est effectivement, chaque touche elle-même peut être reproduite en fait par quelqu'un d'autre. Et c'était un des fantasmes en fait de Seurat que de penser que n'importe qui pourrait reproduire à l'identique ces tableaux. Il y a une véritable passion démocratique chez Seurat, comme chez Mondrian plus tard dans l'art abstrait. C'est là où on voit cette articulation-là qui, moi, me passionne, qui est celle de, voilà, qu'est-ce que l'art exprime d'une époque, qu'est-ce que l'individu lui-même, à l'intérieur de cette époque, justement, en ce qui concerne, pardon de vous interrompre, mais en ce qui concerne aller jusqu'au bout, en ce qui concerne Murakami ou Kuntz, que vous semblez préférer, quelle est l'articulation avec l'époque d'aujourd'hui, si ce n'est le manga dans le cas de Murakami? Kuntz et Murakami, pour moi, c'est deux artistes qui ont compris, je veux dire, avec une sorte de cynisme assez génial, je veux dire, les mécanismes de l'environnement médiatique dans lequel on va. Warhol, c'était son cas déjà il y a 50 ans. Warhol, c'est plus proche de Manet pour moi. Il y a un côté mortuaire chez Warhol comme chez Manet. Il y a un côté absolument funèbre chez Warhol. Qu'on ne retrouve absolument pas ni chez Murakami ni chez Kuntz, qui sont deux. Kuntz, c'est le peintre du bonheur. C'est davantage le douanier Rousseau pour moi. En fait, c'est plutôt ça. Si je peux me permettre deux petites remarques. Bon, sur l'impressionnisme. Souvent, les gens aiment l'impressionniste parce qu'ils disent voilà, c'est
on comprend, c'est accessible facilement, etc. Et l'objet, finalement, est bien peint. La réalité, l'apport formidable de l'impressionnisme, c'est pas du tout l'objet. C'est le fait qu'on passe de l'intérêt de l'objet à l'intérêt du peintre et surtout de la lumière. Bon, les cathédrales, ce qui est intéressant, c'est pas le sujet des cathédrales, c'est le fait qu'on peint la série, que Monet peint la série, et que dès lors, la lumière apparaît comme vraiment l'aspect central. Et c'est en cela que les impressionnistes sont la naissance de l'art moderne. Et le point commun entre Koons et Murakami, c'est précisément cette monumentalisation du jouet, du bibelot, et un autre aspect, C'est ce qui est bien regrettable. Et un autre aspect qui nous, excusez-moi, monsieur, et un autre aspect qui nous ramène au scandale. Bon, une anecdote, parce que Koons comme Murakami ont très bien compris le phénomène des médias. Bon, il y a une anecdote que j'aime que racontait Georges Pompidou. La femme de Georges Pompidou va en Bretagne pour inaugurer un hôpital. Et à l'époque, la télé, c'était l'ORTF. La station locale envoie un télégramme à l'ORTF en disant « Faut-il filmer Madame Pompidou ?» Et vous connaissez la réponse ? Je crois, mais je vous laisse. L'ORTF répond « Filmer si incident ». Pour moi, c'est ça le fond du sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un scandale ? Un scandale, c'est quelque chose qui fait trébucher. Bon. Et les médias peuvent créer le scandale, créer l'élément qui fait trébucher, créer l'incident. Et Murakami, comme Koons, dont la première épouse était la Cicciolina. Bon. Des toiles qu'on ne verrait pas à Versailles, d'ailleurs. Probablement. Celle qu'il a faite de la Cicciolina. Ont compris tout à fait le fonctionnement. Mais il n'empêche que Koons, à mon avis, a beaucoup de talent. Dans l'autre cas, comme on l'a compris, peut-être un peu moins. Oui, il y a une différence, comme il y a une différence entre la culture et l'art, il y a une différence entre l'art moderne et l'art contemporain. C'est ça que peut-être qu'il faut redire. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'il y a une articulation, comme vous disiez, entre l'art moderne. L'art moderne, c'est Picasso, c'est Rothko que vous avez mis dans votre livre, enfin, jusqu'à Basquiat. Tous ceux qui peignent. Tous ceux qui peignent, ou pas forcément qui peignent, mais qui sont de l'art moderne, qui ont fait avancer l'art, et non pas qui se sont fait gonfler à coups de marché de l'art pour avoir un soi-disant succès. Donc pour moi, c'est là où je voulais que vous regardiez ça. Je vous ai apporté une œuvre contemporaine qui me semble tout à fait symbolique de ce qui s'est passé, de l'articulation entre l'art moderne et l'art contemporain. C'est le fameux cloaca de Wim Delvoye. Voilà, exactement. Qu'on va voir tout de suite, que vous allez pouvoir nous commenter d'ailleurs. Et ça, c'est pour moi, c'est l'œuvre contemporaine type de notre époque, car tout est là. Et il suffit de la. Je pense pas qu'elle pourrait aller à Versailles. D'ailleurs, ce serait dommage, parce qu'on dit toujours que Louis XIV était très scatologique et très sale. C'est pas elle, hein. Ça c'est le sujet d'après. Ça, ça c'est le sujet d'après. C'est la machine qui produit des excréments. La voilà, elle part. Le cloaca, c'est une œuvre contemporaine. Ça veut dire l'égout. Exactement. C'est-à-dire que c'est une machine qui reproduit le système digestif. Donc on lui apporte de la nourriture, vous voyez, qu'on introduit dans des tuyaux. Il y a tout un système d'alambics, de bocaux, de sucs, de sécrétions qui reproduisent les phénomènes digestifs. Et on arrive à la fin, évidemment, vous allez voir, à des étrons, à des énormes paquets de merde que la machine elle-même produit. Et c'est ça l'œuvre donc contemporaine type d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans la symbolique depuis ces 50 dernières années. C'est-à-dire qu'on a gavé des soi-disant artistes qui ne sont que des machines. On les a gavés de quoi ? D'art moderne. C'est-à-dire à la fois de Renoir, de Van Gogh, de Gauguin, jusqu'à indigestion. Et tout ce qu'ils ont réussi à en restituer, je dirais, eh bien c'est de la merde. Voilà. Votre métaphore est remarquable et assez drôle. Mais vous qui citiez Raymond Roussel tout à l'heure avec Poussière de soleil, je suis étonné que vous ne soyez pas sensible au côté rousselien. Mais bien sûr, et d'ailleurs dans mon livre où vous apparaissez, qui par ailleurs est un très grand dessinateur, dans mon livre, Félicien Rops, Bourriaud, dans mon livre où vous apparaissez comme un défenseur justement de l'avant-garde et où vous essayez de me donner une leçon fictive, on est d'accord, on est dans l'imagination, sur Marcel Duchamp, il faut se lever tôt, eh bien j'avais fait une scène sur le cloaca que malheureusement j'ai dû couper au montage, mais donc en disant le plus grand bien sur l'aspect symbolique et métaphorique de notre époque, et c'est ça l'art contemporain, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Non mais moi je crois qu'il faut revenir quand même à des définitions simples. Si on définit l'art contemporain comme étant ce que vous dites, évidemment, le sujet est-ce qu'on aime ou pas, la réponse est toute trouvée. Je préfère ça à Murakami. Je pense qu'il faut revenir à des choses
peut-être un peu plus simple. Bon, l'art contemporain se définit tout simplement avec le mot contemporain, parce que c'est des gens qui sont actuellement en activité. Bon, Mais c'est pas parce qu'ils sont vivants qu'ils ne sont pas morts. Il y a beaucoup de vivants qui sont morts, même en temps beaucoup d'artistes, bien sûr. Basquiat, on va encore en reparler bientôt. C'est extraordinaire de son vivant. Exactement. Donc, et pourquoi ? Parce qu'il est quand même dans la peinture, il est dans l'histoire de l'art. Il est dans l'histoire, il est dans l'art pur, avec son propre style. Il a osé s'affronter aux grands peintres du passé, comme l'a fait Picasso à son époque aussi. C'est ça, artistes que j'apprécie, ce sont aussi dans tandis que Murakami ou Jeff Koons, avec tout le côté fun et drôlatique et infantile qu'on peut leur trouver, et successful, ne se sont jamais affrontés à la véritable histoire de l'art, ni à la peinture, ni à la sculpture. L'art moderne. Koons s'est affronté à l'art américain d'une manière assez précise. Oui, mais l'art américain... Je voulais revenir à une chose simple. L'art contemporain, c'est l'art des contemporains, et dans cet art, il y a des gens qui ont du talent et d'autres qui n'en ont pas. Mais on ne peut pas définir l'art contemporain comme étant l'art du cloaca. Laurent Fabius, vous savez bien qu'il y a un certain nombre de gens qui disent que l'art contemporain, ce serait comme une branche à part de l'histoire de l'art, qui serait née, grosso modo, avec Marcel Duchamp, ce serait un art de l'idée, et non plus un art du geste. Il obéirait à ses propres règles. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais Marcel Duchamp était très mal compris par les artistes contemporains. Il a été déformé, défiguré par les artistes contemporains. Jean-Jacques Ayagon. Je crois que Laurent Fabius fait bien de nous rappeler ce qu'est l'art contemporain. L'art contemporain, c'est l'art qui se produit aujourd'hui. Et la catégorie, le concept d'art contemporain est une catégorie provisoire. Parce que toute œuvre contemporaine est appelée à devenir demain une œuvre ancienne. Et pour ma part, je suis totalement hostile à cette espèce de relégation de l'art qu'on produit aujourd'hui dans des institutions spécialisées, exclusivement dans des institutions spécialisées. Elles sont nécessaires à condition qu'elles ne deviennent pas des ghettos pour l'art contemporain. L'idéologie abusive qui voudrait contraindre l'art contemporain à être un art isolé, privé de ses racines, privé de toute référence aux œuvres du passé, est totalement funeste. Les œuvres d'aujourd'hui entretiennent avec les œuvres du passé des relations très intimes, et les artistes qui produisent aujourd'hui sont en général de très très fins connaisseurs des artistes qui les ont précédés. Donc tâchons de faire en sorte que l'art contemporain soit un art vivant, un art qui dialogue avec les arts du passé, avec les arts des autres civilisations quand il s'agit d'art occidental, et de grâce, n'en faisons pas une sorte de catégorie qui s'enfermerait sur elle-même de façon définitive. D'où, on a titré cette émission Versailles, Galerie d'art contemporain, point d'interrogation. Mais aussi, vous dites pourquoi pas. Mais écoutez, à longueur d'année, nous faisons à Versailles des expositions à caractère historique. Dans quelques semaines, je vais ouvrir une exposition consacrée aux sciences et à la curiosité à la cour de Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il y a quelques mois, nous avons présenté une exposition sur la chapelle royale à l'occasion du tricentenaire de la chapelle, un peu avant une exposition sur les costumes de cour au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais là, nous parlons de vos expositions d'art contemporain. Mais je trouve par ailleurs totalement, je crois qu'il... Vous ne faites pas la pub de vos collections. Je suis persuadé que ce n'est pas une simple faculté pour un lieu de patrimoine que d'accueillir régulièrement des expositions contemporaines, mais à mon avis, il s'agit d'une véritable nécessité justement pour briser ces frontières qu'on a abusivement établies entre les formes d'expression artistique d'aujourd'hui et les formes d'expression artistique. Cela dit, dernier mot, Laurent Fabius. La galerie des glaces, on peut la voir, elle se suffit à elle-même. Voilà. Hein. Et moi, je déconseille d'aller voir Murakami à Versailles, parce que c'est encore une façon indirecte d'engraisser Monsieur Pinault. Et quitte à enrichir Monsieur Pinault, je préfère encore commander un tricot de peau à la Redoute. Oui, vous achetez un sac chez Bodega Veneta. Nicolas Bourriaud, dernier mot. Non, effectivement, moi j'ai pas d'autre définition de l'art contemporain que l'art qui est fait par les vivants. Aujourd'hui même, on peut être tout à fait contemporain avec un fusain et totalement dans une pensée passéiste avec des ordinateurs et un équipement d'un écrit. Il n'y a rien à voir on a cité Manet. Entre le média. Manet, qui était refusé par tout le monde, à l'une des expositions qu'il faisait, envoyait un carton avec marqué dessus « Faire vrai et laisser dire ». Je pense que ça rassemble pas mal de gens. Bien, ce sera le dernier mot. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Un film sort mercredi prochain, AO, le dernier Néandertal. On y voit l'homme de Néandertal en personne faire un